Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Ça va, Frédéric Brindel? Oui, et ça va être très intéressant parce qu'on est tous un peu obligés de prendre le volant là pour faire Réveillon et Noël, et il va falloir quand même être vigilant. Absolument, et vous serez des millions sur la route pour retrouver vos familles, vos amis et faire la fête. Noël, jour de l'an, attention, l'occasion de vous rappeler quelques petits messages simples mais indisponibles de prévention, notamment pour les plus jeunes conducteurs qui nous écoutent, ou s'ils ne nous écoutent pas, il va falloir que vous leur demandiez de nous écouter tout de suite avec nos deux invités. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et Karine Bonnet est avec nous, directrice générale de Dekra Automotive. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue. Bonsoir. Et notre second invité, Christophe Ramon. Bonsoir, directeur des études de l'association Prévention Routière. Bonsoir à tous. On va donner des petits conseils pour nos jeunes conducteurs et pour tous ceux qui nous écoutent, avec des chiffres et des constats, puisque Dekra vient de publier son rapport annuel de la sécurité routière 2022 consacré aux enjeux de la mobilité des jeunes conducteurs en Europe. Si on peut le déployer avec vous, déjà pour commencer, Karine Bonnet. On démarre sur quoi? Sur quel sujet finalement? Il y a quelques chiffres marquants. Oui, c'est ça. Il y a tout à fait des chiffres marquants. On sait que depuis un certain nombre d'années, le nombre de tués sur les routes baisse. Mais en 2021, on déplore quand même en France, et c'est toujours de trop, plus de 3200 morts. Et il y a une classe d'âge particulièrement à laquelle on s'adresse, c'est 18-24 ans, qui représente seulement 8% de la population, mais 17% des morts sur la route. Donc vous voyez, ils sont surreprésentés dans les décès sur la route. Au niveau de la prévention routière, c'est vrai que les jeunes, avec vous Christophe Ramon, les jeunes, il faut leur apporter une attitude, enfin en tout cas une attention particulière. Ils viennent d'avoir leur permis, ils sont un peu tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec la sécurité routière justement pour, en tout cas, éviter ce genre de problème? Déjà, il y a des constats. Alors, ils ont des accidents, pas uniquement parce qu'ils prennent plus de risques sur la route. Ils ont aussi des modes de vie différents. Par exemple, ils vont sortir le week-end, ils vont consommer de l'alcool dans ces soirées, ils vont prendre la voiture. Donc on les retrouve beaucoup dans les accidents avec alcool. On les retrouve aussi dans les accidents où les jeunes, les plus jeunes notamment, ont commis des erreurs d'appréciation. Donc il y a beaucoup d'accidents liés à une mauvaise appréciation de la situation. Et puis après, il y a des comportements infractionnistes, et notamment la vitesse. Les jeunes sont beaucoup plus souvent impliqués dans les accidents pour des excès de vitesse. Bon, il y a question des produits aussi illicites, comme la drogue. Ça, c'est aussi une tendance. Oui, alors la consommation de drogue et le cannabis en particulier est souvent en interaction avec la conduite. Ça concerne les jeunes. Alors on dit 18-24 ans, mais de manière plus générale, ça concerne plutôt les 18-45 ans, c'est-à-dire les jeunes classes actives. Il y a des. On parle beaucoup d'alcool, forcément. L'alcool au volant, c'est un vrai problème, surtout chez les jeunes. Il y a beaucoup d'idées, de fausses idées sur l'alcool, dont on pourrait parler maintenant en disant, les gens ont l'impression que quand ils mettent de l'eau, il y a moins d'alcool dans le verre. Certains disent que quand ils ont bu un verre, ils se rendent pas compte qu'il faut quand même attendre un certain nombre d'heures. Est-ce qu'on peut dérouler un petit peu toutes ces idées reçues sur l'alcool? Alors je ne sais pas si c'est vous, Christophe Ramon, ou alors Karine Bonnet. Allez, Karine, vous commencez, puis après ça sera Christophe. Ouais. Tout à fait, oui, je peux commencer, merci. Effectivement, l'alcool, c'est 31% des accidents qui sont chez les jeunes où l'alcool est impliqué. Donc c'est vraiment un phénomène important. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est mal connu des jeunes, et notamment ceux qui sont en période probatoire, donc les jeunes permis. La tolérance c'est 0, normalement, c'est 0 gramme d'alcool, mais c'est donc 0 verre en fait. Il y a aussi, parce que aujourd'hui même un verre, c'est presque déjà trop. Donc c'est ça qui est important aussi. Je pense qu'il y a un problème de compréhension des jeunes que c'est 0 verre. Déjà, il faut expliquer que pour digérer entre guillemets un verre d'alcool, il faut ne pas conduire au moins pendant 2 heures. C'est-à-dire que c'est ça aussi qu'il faut expliquer, c'est que certains vous disent oui, mais moi je tiens l'alcool, oui, mais j'ai bu qu'une petite bière, oui, mais et à force de rajouter des oui mais, en fait, rien finalement, il n'y a pas de recette miracle pour diluer l'alcool immédiatement.
Par rapport à l'âge, Christophe, justement, est-ce que plus, par rapport à ce que dit Cécile, est-ce que plus on prend de l'âge, plus on peut réagir plus vite et digérer plus vite ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah oui. Les jeunes, en général, ont un niveau de connaissance du code de la route, de ces questions-là, plus précises que les plus âgés, parce qu'ils viennent de passer leur permis. Donc, ils ont une bonne formation en France. Après, il y a énormément d'idées reçues sur l'alcool. Oui. Et la première idée reçue, c'est la quantité d'alcool dans les consommations. Parce qu'on parle de verres. Il y a eu des campagnes, un verre ça va, 3 verres. Ouais, ça, Bonjour c'était les avant. gars. Mais qu'est-ce qu'un verre? Ouais, qu'est-ce qu'un verre? Il a une définition bien précise en matière de santé publique. Un verre, c'est une consommation alcoolisée qui contient 10 grammes d'alcool pur. Et donc ça, c'est bien précis. Donc ça correspond, par exemple, à un petit whisky de 2-3 centilitres. Ça correspond à un petit verre de vin de 10 centilitres. Une bière de 25 centilitres, mais à 4 degrés seulement. Or, les consommations, souvent, les consommations courantes, et notamment celles qu'on consomme à la maison, sont beaucoup plus importantes. Vous prenez par exemple une bière à haute fermentation qui fait 9 degrés, une canette de 50 centilitres. C'est pas un verre qu'on a dedans. C'est pas 2 verres, c'est pas 3 verres, c'est 4 verres d'alcool. Et donc là, dès la première consommation, on peut être dans le rouge. Et la deuxième idée reçue, ou la mauvaise connaissance, c'est comme il a été dit, c'est le temps d'élimination de l'alcool. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que Alors quel que combien soit, donc voilà, Cécile disait 2 heures, mais les effets Par verre, par verre. par verre. quel que soit l'âge, qu'on soit un homme, une femme, il faut compter entre 1 heure à 2 heures pour éliminer un verre d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool pur. Donc si vous avez consommé la canette à 9 degrés de 50 centilitres, là il vous faut au bas mot 5 heures pour éliminer cet alcool. Ouais, ce qui est, C'est assez énorme. Et souvent, même des jeunes ou moins jeunes qui ont bien fait la fête le soir, qui ont passé une nuit tranquille, pensent repartir de manière sécurisée le lendemain matin, certaines peuvent encore avoir un taux d'alcool résiduel dans le sang. Alors moi, je suis allée regarder sur les chiffres. J'ai vu que si vous consommez et si vous avez 1,5 grammes d'alcool dans le sang, aujourd'hui, il vous faut 6 heures pour repasser à 0,6. Pas à 0, à 0,6. Au moins 6 heures entre les deux. Oui, il faut compter au moins 6 heures. Et là, Au il faut moins 6 vraiment heures. vous tester parce qu'il y a des chances que vous soyez encore dans le rouge au bout Ah de bah oui, 6 c'est pour heures. ça que je dis 0,6. Oui. C'est-à-dire qu'on est encore au-dessus, en fait. Tout à fait. Et le 1,5 g, c'est un taux qui est symbolique. 1,5 g, c'est le taux moyen qu'on retrouve chez les conducteurs qui ont provoqué des accidents mortels de la route. Donc voilà. Mais c'est là, un par taux qui rapport est à ce très que vous élevé. dites, on va au restaurant, on prend un verre de vin, parce que ça, on va dire, c'est quelque chose d'assez raisonnable quand même. Le verre de vin plein qu'on nous sert au restaurant, il faut 2 heures. Là, vous comptez, souvent on achète des bouteilles ou des demi-bouteilles. Une bouteille de vin, 75 centilitres, c'est 7 à 8 verres d'alcool. Ouais. D'accord. Donc, Oui, mais on va dire il y a un verre standard que les restaurateurs nous servent, parce que bien souvent maintenant les gens disent je vais le prendre au verre, ok, mais alors ce verre, c'est... Alors, ce verre, c'est vraiment la quantité. Souvent dans les restaurants, les quantités de vin qui sont servies dans les verres sont plus importantes que le verre standard de 10 grammes. Voilà, c'est ça. Voilà, si vous avez un verre assez généreux de 20 centilitres de vin, là c'est pas un verre que vous avez dans votre verre. En fait, Ouais. c'est 2 verres standards d'alcool. Ouais, comme quoi les idées reçues. Deux unités. On va revenir avec vous dans quelques instants justement sur cette opinion d'Ecra. On reviendra sur les risques les plus importants chez les moins de 24 ans. La distraction au volant, par exemple, ça c'est un risque aussi important dont il faut absolument parler. On revient dans un instant, juste après une petite pause. C'est les vraies voix qui font Allez, rouler la France avec concentration. Mobility TV. À tout Et de suite. concentration. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on parle de automobile, bien entendu, de sécurité routière avec Mobility TV dans les vraies voies qui font rouler la France avec nos invités, Karine Bonnet, directrice générale de Decra Automotive, et puis Christophe Ramon, directeur des études de l'association Prévention Routière. On parlait de l'alcool au volant et on parle surtout... Tous vigilants. Oui, on parle surtout de tous ces points importants pour garder une vigilance au volant et pour éviter de rentrer forcément avec les pompiers. Et on va revenir justement sur tous ces points où vous perdez la concentration. Karine, vous êtes avec nous ? Ah, on n'a pas Karine. Bon, on va voir avec vous, Christophe Ramon, sur cette perte de vigilance, en fait. Les SMS, le GPS, finalement, de se dire qu'on n'est pas pleinement concentré et que finalement, c'est très accidentogène. Bah oui, la conduite automobile, c'est souvent le miroir de la vie courante, Ouais. et on utilise de plus en plus son smartphone pour faire tout un tas de choses, et on le retrouve au volant.
Or, le danger est très important. Hein. C'est à la fois une distraction manuelle parce qu'on va manipuler le téléphone. C'est aussi une distraction auditive quand on est en conversation. C'est aussi une distraction visuelle parce que on est toujours amené à quitter la route des yeux. Donc voilà, donc c'est une triple distraction qui fait qu'il y a un risque très important. Il y a eu des études américaines qui montraient que ne serait-ce que faire un SMS, ça multiplie par 23 le risque d'accident. Alors, il y a ça, mais il y a aussi certaines règles de conduite que les gens peuvent avoir oubliées. Le fameux clignotant, par exemple, qui est souvent oublié. Ou quelqu'un qui va rouler très doucement sur une voie dite rapide tout à gauche. Il y a aussi une espèce de civisme à aller trouver. Oui, on a l'habitude de dire que le premier réseau social, c'est la route. Et un réseau social, il faut communiquer. Et le clignotant, c'est vraiment le premier outil de communication sur la route. Karine Bonnet, quand on entend, on regarde les chiffres, on se dit, est-ce que finalement, les jeunes conducteurs sont bien formés? Est-ce que le fait, on crie toujours en disant, oui, vous nous apprenez à faire des créneaux, mais il y a des choses plus importantes. Est-ce que finalement, il faudrait une formation continue? Alors, j'allais dire, voilà, les jeunes en général, je crois que le monsieur disait tout à l'heure, on vient de passer son permis, on connaît très bien le code de la route, surtout qu'il a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Mais j'allais dire que c'est que tout au long de notre vie, finalement, on prend des mauvaises habitudes. Les jeunes ont souvent tendance à surestimer leurs capacités, alors qu'ils ont un manque d'expérience pour anticiper les différents aléas qui pourraient survenir sur la route. Et puis, effectivement, comme le disait monsieur à l'instant, les distractions, c'est une cause aussi importante, en plus de l'alcool et des stupéfiants, puisque souvent, les jeunes sont accompagnés, sont à plusieurs, donc sont déconcentrés par leurs passagers, manipulent beaucoup leur téléphone pour les GPS sur les réseaux sociaux, écouter de la musique, et tout ça c'est des phénomènes qui amplifient les risques d'accident. Vous nous donniez des chiffres tout à l'heure, juste concernant les Français. Important. Mais est-ce qu'on est mauvais ou bons élèves par rapport au reste de l'Union européenne? Sur les jeunes, oui, on est plutôt mauvais, puisque nous, on disait que cette classe d'âge, elle représente 8% de la population et 17% des tués. Et si on prend même de 16 à 28 ans, il représente même 21% des tués, alors que dans nos autres pays européens voisins, en Allemagne c'est 14%, en Espagne c'est 10% par exemple, et en Italie 12%. Des morts sur les routes sur cette tranche de 15-24 ans. Christophe Ramon, vous mettez en place un travail incroyable et formidable de pédagogie assez régulièrement. Est-ce que, à un moment donné, on sait que la route est accidentogène, on n'arrête pas de le dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je parlais de formation, se dire que peut-être tous les 2 ans, à partir du moment où vous avez votre permis, tous les 2 ans, on fait un espèce de rééquilibrage. Je me dis parfois, est-ce qu'on connaît encore les panneaux? Est-ce que on se rend compte? Est-ce que la rue, la route évolue? Aujourd'hui, quand vous roulez dans une ville avec les trottinettes, voilà, je suis pas certaine que tout le monde soit encore capable de dire, mais finalement, qui a la priorité? Qui, entre ceux qui sont à vélo, entre les scooters, entre ceux qui ont leur portable? Donc finalement, c'est un peu la jungle ces derniers temps. Alors, nos bénévoles y contribuent, hein, ils interviennent dans les facultés, ils interviennent dans les entreprises, ils interviennent également dans les communes pour les seniors, pour réviser ces notions du code de la route, mais surtout pour sensibiliser aux risques. Souvent, il y a une perception biaisée des risques routiers. Il est important de rappeler les effets de l'alcool, par exemple, les effets du cannabis, et aussi les conséquences de ces infractions sur le permis de conduire et sur les accidents. Mais moi, j'irais plus loin. Peut-être une obligation, Karine Bonnet, peut-être une obligation de se dire que passer un certain âge, Alors ça, c'était le thème de l'année dernière, notre rapport de l'année dernière, la mobilité des seniors. Le problème de l'interdiction, c'est une question d'acceptation après. Bien souvent, les populations... Pas d'interdiction, d'obligation de se dire on est obligé de se reformer à l'évolution de la voiture. Oui, mais alors l'obligation, c'est pareil. C'est le niveau d'acceptation qui est important. L'obligation, si la loi n'est pas acceptée, ça n'aura pas d'impact. On a vu d'autres pays où ils ont obligé à faire des examens de santé ou autres, ça n'a pas forcément eu d'impact. Par contre, c'est tout au long. Donc je pense qu'il ne faudrait pas seulement cibler les seniors, mais c'est tout au long, dès qu'on a son permis, alors après la fréquence est à voir, de pouvoir régulièrement passer des tests d'aptitude, de vérifier si on n'a pas pris des mauvaises habitudes. Alors, les panneaux, la signalisation, et puis effectivement de pouvoir détecter peut-être certaines pathologies qui ne sont pas forcément liées à l'âge, même si l'âge des fois en renforce certaines.
ces examens pour être tout au long de la vie d'un conducteur. Alors je dis pas obligé, je recommence, je négocie, inciter peut-être avec les assurances, c'est-à-dire plus vous faites de stages, plus finalement vous paierez peut-être moins cher je sais qu'il y a des assurances qui mettent déjà peut-être ça en place, mais il y a un moment donné, il faut qu'on prenne le problème à bras le corps parce que la pédagogie n'est pas suffisante visiblement. C'est aussi un enjeu en entreprise puisque le risque routier c'est le principal risque mortel en entreprise. Bon, Christophe, je vais le dire bien, Christophe Ramon, vous êtes directeur des études de l'association Prévention Routière, vous êtes donc aussi force de proposition. Que pensez-vous de cette évolution qui tend donc à éteindre l'éclairage de nuit un peu partout dans nos villes, de plus en plus sur les autoroutes? Moi j'habite à un endroit où on prend une autoroute qui s'appelle la fameuse A15, il n'y a plus d'éclairage depuis que les câbles ont été volés il y a quelques années. Alors ça, est-ce que oui ou non c'est dangereux? Moi je pense que oui, mais pourquoi personne ne fait rien pour essayer quand même de garder nos routes éclairées? Alors on a pas mal d'expérience sur le sujet. Vous avez cité le cas de l'A15, qui a permis de voir que sur des autoroutes, par exemple, lorsqu'on éteint la lumière, on n'a pas forcément plus d'accidents après. Pour une bonne raison, c'est que ça a tendance à ralentir les véhicules. Et donc ça vient compenser l'absence de visibilité. Là, on alerte les pouvoirs publics. C'est dans les zones où il y a beaucoup de sorties, de carrefours, de présence de motos, de deux roues. Et puis en ville aussi. Et en ville, souvent, la signalisation, les panneaux, le marquage ne sont pas forcément réfléchissants. Ouais. Mais ça marche quand c'est pas en temps de pluie. Mais par exemple, hier soir, il pleuvait. Quand je suis rentré, c'était impossible à voir la ligne blanche, savoir si on était sur la voie de droite ou de gauche. Donc le message d'alerte, c'est que avant d'envisager d'éteindre des lumières à certains moments, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle invisible sur la route, c'est sur le côté de la route. Donc là, il faut passer, vérifier que les panneaux sont visibles la nuit, en l'absence d'éclairage public. Vous, Karine Bonnet, directrice générale d'Ecra Automotive, quel est l'intérêt de faire ce type de sondage? Vous, on rappelle, vous êtes le numéro 1 mondial de contrôle technique, vous êtes présent dans 60 pays, donc j'imagine que forcément il y a des voitures qui reviennent aussi chez vous ou qui ne sont pas toujours aux normes des contrôles techniques, parce que ça aussi c'est un point important, la sécurité de la voiture et le bon état de la voiture aussi. Quel est l'intérêt pour vous de faire ce type de sondage? Alors en fait, là on fait un sondage, mais on ne fait pas qu'un sondage. Ce sondage, il est fait pour illustrer un rapport sécurité européen qu'on édite depuis, c'était la 15e édition, sur des sujets. Donc là cette année effectivement c'était sur les jeunes, et puis l'année dernière c'était sur les seniors, donc deux populations particulièrement vulnérables sur la mobilité. On a aussi exploité un sujet sur les deux roues, sur les routes secondaires qui sont les plus meurtrières, effectivement. Christophe disait effectivement sur les autoroutes, elles sont plutôt sécurisées. Notre intérêt, il est surtout de faire porter sur la place publique le débat sur justement tous ces enjeux de sécurité routière, sur le fait que la mortalité sur les routes n'est pas une fatalité, qu'il y a des actions qu'on peut mettre en place avec des leviers qui sont souvent, on parle du facteur humain, qui est celui le plus compliqué, le plus difficile, puisque on est sur la notion de comportement, d'éducation, de sensibilisation, de compréhension, d'acceptation, tous les termes qu'on a pu employer tout à l'heure. Il y a également les infrastructures routières aussi, qui est un des enjeux importants, et puis effectivement la technologie automobile. Donc notre intérêt est surtout de faire avancer ces discussions, ces prises de conscience par toutes les parties prenantes, que ce soit tous les usagers de la route, pas forcément les conducteurs d'une automobile, mais aussi des vélos, des scooters, des deux roues motorisées, des trottinettes et tout autre engin, et même en vélo également, et puis les piétons aussi. Les piétons, c'est également aussi une population très très sensible, notamment on en parlait tout à l'heure dans les villes où on peut, vous parliez de jungle urbaine. Oui, la cohabitation entre tout le monde. La cohabitation, et donc ça veut dire qu'effectivement il faut absolument sensibiliser de façon très large pour que chacun comprenne ses responsabilités en tant qu'usager, les pouvoirs publics ou les communes également aussi par rapport aux infrastructures routières, et puis les associations quelles qu'elles soient, donc d'usagers ou de la prévention routière également, pour pouvoir justement inciter à mettre en lumière et tordre le cou à certaines fausses idées. Notamment sur les jeunes qui connaissent très bien le code de la route. Mais vous Karine Bonnet, vous réalisez avec Decra Automotive plus de 6 millions de contrôles chaque année, ce qui est quand même énorme. L'état du parc automobile aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que les voitures aujourd'hui sont en bon état? Comment dire, que dire sur ce parc automobile?
L'État s'est fortement amélioré quand même, hein, depuis que le contrôle technique a été mis en place il y a 30 ans maintenant. En 2022, on fête les 30 ans du contrôle technique en France. Effectivement, on a 20% de contre-visites en France. Donc ça veut dire que sur 100 véhicules qui passent faire son contrôle technique, il y en a 20% qui sont recalés, qui présentent des défaillances mineures, majeures ou critiques, et qui doivent faire des réparations et revenir faire une contre-visite pour lever ces contre-visites. Et parmi ces 20%, il y en a un peu plus d'1,5 qui sont des défaillances critiques, donc qui présentent vraiment un danger immédiat, soit plus de freins, soit des pneumatiques fortement usées. Donc le parc s'est quand même beaucoup amélioré, mais il y a encore effectivement des véhicules qui ont des contre-visites, et parmi eux des défaillances majeures ou critiques qui présentent un danger immédiat ou différé pour eux et pour l'ensemble des usagers de la route. Karine Bonnet, on a l'habitude un peu de personnifier notre voiture, on l'aime tellement. Alors si on devait définir ces pathologies à notre voiture, celle qui fait en sorte qu'elle nous cause le plus d'accidents, on parle souvent des pneus par exemple. Ouais. Les pneus, les pneumatiques, effectivement tout ce qui est liaison au sol, hein, donc c'est important, hein, les pneumatiques pour pouvoir effectivement ne pas faire des sorties de route, pour pouvoir freiner, donc les freins également, hein, toute la partie frein est essentielle, et puis tout ce qui est optique, la visibilité, donc voir et être vu, notamment si effectivement dans certaines zones il n'y a plus d'éclairage public. Donc effectivement c'est souvent les 3 défauts qui reviennent les plus souvent et qui sont vraiment des défauts dangereux, hein, puisque c'est la liaison au sol, c'est pour la tenue de route, les freins et puis la visibilité, donc vu et être vu. Voir et être vu, pardon. Et ben en tout cas, dans quelques instants, on reviendra aussi sur l'innovation avec vous. Et puis, on déroulera, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous avez des questions à poser à nos interlocuteurs. On est ensemble jusqu'à 20h avec Frédéric Brindel et nos invités. Et en Bluetooth, si vous êtes au volant, évidemment. Oui, bien sûr. Arrêtez sur le côté, bien entendu. Bien sûr. Sinon, on ne vous prendra pas. Voilà, vous savez comment on est. On est un peu maîtresse d'école tous les deux. Enfin, moi, maîtresse. Et moi, maître, du coup. Voilà, c'est ça. Mais je peux être maîtresse aussi, si vous voulez. Non, ce sera dans une autre émission. Allez, restez avec nous tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on vous souhaite la bienvenue. Karine Bonnet est avec nous, directrice générale de DECRA Automotive. On parle d'un gros sondage, d'une grosse étude sur le comportement automobile. Christophe Ramon, directeur des études de l'association Prévention Routière. La prévention routière, très important. Des messages à passer, bien entendu, surtout à la veille de ces fêtes. De faire attention à l'alcool, de faire attention à la qualité de votre voiture. Et puis on va revenir sur cette... D'apprendre à conduire aussi de temps en temps. Et je rappelle que vous êtes bien placée, Cécile de Minibus, puisque pendant longtemps vous avez fait des compétitions de course automobile. Oui, mais c'est un autre sujet en fait. On ne pilote pas sur une route. Mais je ne suis pas sûr aujourd'hui que tout le monde sache bien conduire et comprendre le fonctionnement de sa voiture s'il n'est pas passé par certaines choses. Mais ça, c'est une vraie question finalement, de se dire est-ce que quand on conduit, quand on apprend à conduire, est-ce qu'on sait réellement se servir d'une voiture? Est-ce qu'on sait réaliser un freinage d'urgence par exemple? Est-ce que il y a des choses ce qu'on imagine, on nous dit souvent, et là je ferai le parallèle avec la course automobile, d'anticiper les choses. L'anticipation, de regarder très loin, c'est-à-dire quand vous êtes sur l'autoroute et ne regardez pas la voiture qui est devant qui freine, regardez devant parce que peut-être parfois il est trop tard. Il y a peut-être des choses à aller chercher dans la course, pas tout, parce que encore une fois la route n'est pas un circuit, mais il y a peut-être des choses qu'on pourrait donner que moi je n'avais pas eu, par exemple, même si les choses ont évolué. Je ne suis pas de la dernière pluie, mais si les cours de conduite, pardon, ont évolué aujourd'hui, mais est-ce qu'on apprend ces choses? Alors, on n'apprend pas à gérer des situations d'urgence en auto-école. Déjà, une question du coût. Passer le permis de conduire, c'est autour de 2000, voire plus euros. Pour des jeunes, c'est un budget très conséquent. Et puis après, est-ce que c'est pertinent d'apprendre à gérer des situations d'urgence? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Tout le monde a envie de dire oui quand même, parce que la priorité sur le fait d'éviter de se mettre dans cette situation d'urgence. Après, on a aussi un mode d'accès au permis, d'apprentissage qui est vraiment intéressant, c'est la conduite accompagnée. Donc là, dès 15 ans, vous pouvez faire la conduite accompagnée et après multiplier les expériences, conduire l'hiver, de nuit, de jour, accompagné par en général un des parents. C'est très sûr comme apprentissage et ça permet vraiment de multiplier les expériences et au final de passer le permis avec un très bon taux de succès et derrière d'avoir plus d'assurance quand on commence à conduire.
Alors on peut avoir son permis et avoir assez peu d'assurance. Sur les outils, la prévention pour sauver des vies, il y a pas mal de technologies aujourd'hui dans les voitures. Parmi les outils existants, vous pouvez nous le dérouler, Karine Bonnet, justement sur tous ces moyens plutôt technologiques dans les voitures qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui aujourd'hui fleurissent un peu partout dans les voitures à petit prix. Oui, tout à fait. Alors, des voitures à petit prix, mais récentes. Il y a effectivement les régulateurs de vitesse, tout ce qui est caméras de recul, toutes les caméras embarquées qui permettent effectivement là, pour l'aide au stationnement. L'assistance au freinage d'urgence, justement, on parlait d'être en conditions réelles. Il y a de plus en plus, et ça c'est surtout dans les voitures quand même les plus récentes, des détecteurs d'angle mort aussi. Ça c'est important. Comme on disait tout à l'heure, la route se partage avec d'autres usagers. Et bien, selon le type de véhicule qu'on a, il y a toujours des angles morts. Et donc c'est vrai que ces détecteurs permettent aussi de sauver des vies. L'aide au maintien dans les voies, que ce soit sur une autoroute, les détecteurs de collision, que sais-je, la reconnaissance des panneaux de signalisation aussi, et l'assistance automatique au stationnement. Toutes ces technologies embarquées, effectivement, sont souvent plébiscitées aussi par les jeunes, donc notamment les caméras, régulateurs de vitesse et l'assistance au freinage d'urgence. Mais quoi qu'il en soit, c'est souvent toutes ces évolutions sont souvent dans des voitures quand même récentes. Et les jeunes, quand on parle des jeunes, ils n'ont pas forcément le budget pour acquérir ces voitures dotées de toute cette technologie. Est-ce qu'il faut intégrer ces systèmes d'aide dans le permis de conduire, par exemple? Est-ce que aujourd'hui, alors je ne sais pas si les voitures d'aujourd'hui sur le permis, en tout cas où vous faites vous entraînez, est-ce que il y a toutes ces aides à la conduite? Alors c'est prévu dans la formation permis de conduire. Souvent les véhicules des auto-écoles sont plutôt des véhicules récents. Donc on a par exemple le limiteur de vitesse ou le régulateur, donc on va apprendre à s'en servir. Après la grande tendance sur les nouveaux véhicules, c'est le fait de protéger les personnes qui sont à l'extérieur du véhicule. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que près de la moitié des victimes de la route sont des piétons, des cyclistes, des motards. Et donc les fabricants d'automobiles mettent de plus en plus d'équipements qui permettent de détecter la présence d'un usager vulnérable et ou d'éviter l'accident. Ça dit quoi justement? Alors là, pardonnez-moi, autant Cécile est ancienne pilote, moi je suis ancien coureur cycliste. Ça dit quoi cette accidentologie grandissante concernant les cyclistes? Parce que moi, ce que je ressens, j'ai l'impression, je fais 4000 bornes d'entraînement par an. À vélo. À vélo. Et quand les gens reviennent en voiture de leur boulot, je les trouve excédés et il y a des comportements beaucoup plus agressifs qu'auparavant envers les cyclistes qu'ils ont peut-être croisés au cœur de la ville, où là, ce sont des cyclistes qui font un peu n'importe quoi. Quelle est votre observation par rapport à ça, Karine Bonnet? Alors, c'est vrai que les piétons, ils sont effectivement, pour la mortalité, 14% et les cyclistes de 2%. C'est partagé. On avait fait aussi un sondage sur les cyclistes qui sont souvent victimes et peu protégés, comme pour les deux roues motorisées. Donc souvent, c'est quand il y a un accident qui les implique, bien souvent ça c'est des blessés très graves ou des morts. Mais souvent, ce qui ressort de nos études, c'est que les cyclistes respectent pas toujours le code de la route. Et on le voit bien dans les rues parfois. Alors certaines communes autorisent l'usage d'une rue en sens interdit pour des deux roues, ce qui peut surprendre aussi les automobilistes. Je pense que encore une fois, la notion de citoyenneté et de respect des usagers, ça s'applique pour tout le monde. Mais justement, on sent que ça excède les conducteurs et quand vous retrouvez un vrai cycliste qui s'entraîne en campagne, il voit quelqu'un qui est énervé alors que lui, il est pour rien. Il n'a pas un Vélib avec une robe et une jupe. Il y a un constat intéressant. Non, mais c'est vrai, je vous dis. Oui, très. Ou alors comme voulez-vous, un costume, ou comme vous voulez. Je sais pas, c'est venu comme ça. On a fait un constat intéressant. Rien de sexuel. On a fait un constat intéressant, c'est que les conducteurs de voitures qui eux-mêmes pratiquent le vélo sont plus prudents en présence de cyclistes ou de pistes cyclables. C'est des gens qui vont conduire un peu plus lentement que la moyenne parce qu'ils sont justement sensibilisés à cette thématique de la cohabitation. Donc là, dans les actions de prévention qu'on peut mener, il y a aussi le fait de proposer au grand public de tester les vélos, par exemple les vélos à assistance électrique, les vélos, de faire un parcours de maniabilité. On fait ça également avec les trottinettes électriques. Donc là, ça intéresse à la fois des gens qui veulent se mettre au vélo ou à la trottinette, mais ça intéresse aussi les conducteurs lambda qui permettent
ce qui leur permet de mieux comprendre le fonctionnement de ces véhicules, les contraintes qu'ils ont et de mieux accepter leur présence sur la route. Oui, le vélo électrique, c'est imprévisible, vraiment. Alors, oui, c'est vraiment une alerte, c'est-à-dire qu'un vélo électrique a un comportement vraiment particulier au démarrage, il maintient la vitesse, et puis aussi il est plus lourd qu'un vélo classique. Bien et sûr. Le freinage est différent. Et donc il faut vraiment qu'on envisage de prendre un vélo à assistance électrique, il faut vraiment s'entraîner en dehors de la circulation pour à la fois appréhender l'équilibre, les distances de freinage et le fonctionnement de l'engin de manière générale. Mais ce qui est le même cas avec la voiture, quand vous venez d'une voiture thermique ou hybride et que vous passez à l'électrique, la réaction est immédiate et on n'est pas toujours habitué à avoir cette réaction si vive quand vous avez une voiture électrique en fait. Le démarrage est extrêmement rapide et c'est vrai que beaucoup de gens sont surpris par rapport à ça. Sur les entreprises, avec vous Christophe Ramon, est-ce que ce sont les entreprises qui vous sollicitent? C'est vous qui sollicitez les entreprises? J'imagine que ce sont des entreprises qui ont aussi un parc automobile, qui viennent vous demander de parler, de discuter, d'échanger avec leurs salariés? Alors en entreprise, il y a deux sujets. Il y a les trajets entre le domicile et le travail. Donc là, on y va comme on veut. On peut prendre la moto, le vélo, on choisit son mode de déplacement. Et les accidents dans le cadre de missions, c'est-à-dire on prend un véhicule de la société pour effectuer des missions au cours de la journée. Donc là, c'est deux risques qui sont bien identifiés, et donc il y a des mesures de prévention concernant les deux risques. Et donc on va nous sensibiliser à l'alcool, au port de la ceinture, qui reste un enjeu très important de sécurité routière. Un tué sur 5 en voiture n'avait pas sa ceinture, donc on pourra encore économiser des centaines de vies. Y compris à l'arrière du véhicule. Oui, alors c'est surtout à l'arrière du véhicule, c'est aussi dans les véhicules utilitaires. Donc là, on a un enjeu important. Et le rôle de notre association, on intervient avec des bénévoles. Donc notre principal rôle, c'est la sensibilisation. Voilà. À part ça, on a aussi des formateurs qui vont en entreprise, qui vont travailler sur les compétences, qui peuvent faire des audits de conduite, qui peuvent aller approfondir le sujet avec les salariés. On va accueillir un troisième invité, Patrick Bordin, qui est avec nous, fondateur d'Ethilo Born. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Avec ce constat selon l'association Prévention Routière, l'alcool demeure la première cause, on en a parlé. Aujourd'hui, vous avez créé cette Ethilo Born. Expliquez-nous cet objet magique en fait. Pas magique, j'espère. Bah oui. Si ça peut permettre d'avoir moins de décès sur la route, c'est moderne. En tout cas, et c'est magique. Comme une baguette. Oui, je connais Christophe Ramon. D'ailleurs, on a eu l'occasion de se rencontrer. Et puis en plus, j'ai écouté votre émission en direct et je trouve que vous avez des sujets qui sont super importants et qui sont d'actualité malheureusement, et ça fait des décennies que ça dure. Donc moi je m'appelle Patrick Bordin et je suis le fondateur et le concepteur de la première borne de communication équipée d'un éthylotest électronique et normé, donc ça c'est important, c'est une norme obligatoire européenne et puis fixe ou mobile sur le marché français et européen. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement l'objectif étant bien sûr la réduction de l'accidentologie, donc du risque routier en France, et puis surtout la sensibilisation et la communication sur tous les messages de prévention. Donc d'un outil finalement de santé publique, on arrive avec de la prévention, de la sécurité, et puis l'occasion de faire souffler pendant 5 secondes une personne sur un éthylotest électronique, parce que les seuls moments où on a l'occasion de souffler dans un éthylotest électronique, c'est souvent à l'occasion avec un gendarme, vous voulez dire? Ou un policier. Voilà, et donc bien sûr ma démarche elle est surtout pas moralisateur, parce que on sait très bien que pendant le départ des vacances, les Français vont consommer de l'alcool parce que ça fait partie du patrimoine, du bien manger, du bien boire. Maintenant, moi. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je vous coupe tout à l'heure. On disait, forcément, il y a plein de gens qui n'ont pas conscience d'avoir dépassé la limite. En fait, ils n'ont pas cette conscience. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs
pour cette forme de prise de conscience finalement que j'ai créé Ethyloborn. Donc les éthylotests électroniques ça existait déjà et par contre la sensibilisation pour leur dire bah écoutez voilà là vous avez l'occasion de souffler pendant 5 secondes et puis vous saurez si vous allez prendre votre voiture ou pas parce que ça dépend de votre santé et puis celle des autres surtout quoi. Eh ben on en parle dans un instant, vous restez avec nous on prend le temps Patrick de souffler. Bordin. Oui, on va souffler, oui, exactement. Soufflons. Oui, allez soufflons et on retrouve nos invités pour la dernière partie de cette émission. Restez avec nous, c'est les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV, avec Frédéric Brindel, on est ensemble jusqu'à 20h. Et avec Cécile de Binipi. Absolument. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est très content de parler de ces sujets de la vigilance au volant avec la sécurité routière et la prévention routière, bien sûr, à cette veille de fête avec Karine Bonnet qui est avec nous, directrice générale de DECRA Automotive, et avec cette grande enquête justement sur la jeunesse et l'automobile et sur l'alcool en général avec Christophe Ramon qui est avec nous, directeur des études de l'association Prévention routière. Et en tout cas, on vous remercie de venir nous en parler aujourd'hui avec Patrick Bordin qui est fondateur de l'Ethyloborn. Et on va revenir avant de parler avec vous d'Ethylotest, que ce soit Karine Bonnet ou Christophe Ramon. On avait imaginé à un moment donné, les automobiles, en tout cas les constructeurs automobiles, s'étaient dit, bonne aubaine, pour éviter l'alcool au volant, on va mettre des éthylotests qui feront ou pas démarrer la voiture. Peut-être avec vous, Christophe Ramon. Et fausse, bonne idée. Ça marche. C'est une bonne idée puisque mon association l'a réclamé, que ce soit pour la France ou l'Europe. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est dans les cars, tous les autocars sont équipés d'éthylotests anti-démarrage. Donc là, c'est à titre totalement préventif. On a aussi cet équipement qui peut être imposé à des conducteurs qui ont commis des infractions à l'alcool. D'accord. Donc là, ça commence à se développer, et c'est vraiment un outil de prévention pour des gens qui présentent un risque très important de conduire à nouveau avec de l'alcool. On peut le contourner s'il y a un copain à côté à qui on demande de souffler, non ? Toujours la mauvaise langue. Toujours. Dans un cas judiciaire, ne donnez pas d'idées idiotes. Dans un cas judiciaire, c'est très compliqué puisque en fait, vous devez souffler. L'appareil détecte un timbre de souffle en fait humain. Donc déjà, on peut pas faire ça avec un aspirateur ou avec une machine. Et puis après, en cours de route, l'appareil va vous demander de vous arrêter dans un endroit sécurisé pour ressouffler. Donc ça limite grandement les risques et tout est enregistré. Voilà. Après, mon association demande la généralisation de ce type d'équipement. Et ce qu'on a obtenu, c'est qu'au niveau européen, les nouveaux modèles de véhicules sont pré-câblés. Si vous voulez, ça deviendra un équipement comme à une époque, on achetait un autoradio qu'on branchait directement dans le véhicule. On aura des éthylotests anti-démarrage qu'on pourra simplement brancher dans le véhicule pour pouvoir l'utiliser. Bon, en tout cas, en attendant, on a celui de Patrick Bordin. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, c'est labellisé. C'est labellisé, c'est-à-dire c'est normé, c'est-à-dire que l'éthylotest électronique est normé. Il y a une norme européenne qui s'appelle EN 16280, donc pour tous les éthylotests électroniques grand public. Et donc ça donne la possibilité de souffler des milliers de fois dans l'année. Et voilà, il y a un étalonnage, un contrôle une fois par an, et c'est reparti pour une deuxième année. Donc c'est un éthylotest électronique économique. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette idée ? Parce que c'est vrai que on en voit, mais là pour le coup, on a l'impression que c'est une vraie révolution. Alors non, oui, c'est une révolution. J'espère que ça va le devenir parce que les éthylotests électroniques, donc des bornes, existaient déjà depuis 2012, je crois. Maintenant, ce qui manquait, moi, c'est ce que je trouvais, ce qui manquait, c'était surtout au niveau de la sensibilisation, de la communication, sur tout ce qui est message de prévention. Et je voulais surtout qu'il soit non pas uniquement fixé au mur, mais qu'il soit aussi également mobile, c'est-à-dire pour toute manifestation où il y a consommation d'alcool, c'est-à-dire les concerts, le 14 juillet, la fête du personnel, voilà. Et donc qu'il soit disponible pour tout le monde parce que comme c'est un sujet relativement tabou puisqu'on parle de consommation d'alcool, mais moi je me bats pas contre la consommation d'alcool, en particulier je me bats surtout pour la consommation abusive d'alcool. Oui, la gestion en tout cas de l'alcool. Qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui, Patrick Bordin, les collectivités locales? Parce qu'on imagine que finalement toute collectivité locale va être intéressée pour avoir cette éthyloborne.
Non, mais tout à fait, parce que j'essaie de travailler là-dessus, donc avec David Sonsiquier, qui est mon associé, on essaie de travailler sur les collectivités locales, puisque tout ce qui est manifestation, ça se passe souvent dans les salles des fêtes ou dans des restaurants, etc. Au départ, c'était fin 2019, quand j'ai ouvert Etileborn, et bien 3 mois après, on était en confinement, mais c'était au départ pour tout ce que le monde de la nuit, c'est-à-dire les discothèques, les bars, où il y a vraiment de la consommation, et qui représentent une majorité de jeunes consommateurs et d'usagers de la route, bien sûr. Et donc au départ c'était pour ça, et ça continue toujours. Hein. Mais par contre il faut savoir quand même que c'est les organisateurs qui sont responsables, comme le dirigeant d'une entreprise, comme disait M. Ramon. C'est les organisateurs, c'est-à-dire que si vous êtes invité dans un mariage ou un anniversaire, eh bien ce sont les mariés qui sont responsables de la santé physique et mentale de leurs convives. Ah bon? Exactement. Et donc, ce qui pas facile. Hein, je vais annuler mon mariage, moi, vu les amis que j'ai. Non, il suffit de prendre un Etileborn et puis voilà, à la sortie, les gens peuvent souffler. Ça fait partie. C'est gratuit et anonyme. Où est-ce qu'on peut les trouver aujourd'hui? On les trouve tout simplement parce qu'il y a des associations qui achètent ça. Par exemple, si je vous donne l'exemple, samedi dernier, pas plus tard que samedi dernier, il y a une commune du côté de la Lorraine, donc moi je suis mosellan et je suis lorrain. Près de Nancy, il y a une commune qui a fêté son arbre de Noël pour l'ensemble du personnel de la mairie, et donc ils ont pris en location un Etileborn, et puis ils ont demandé les clés à tout le monde, et les gens ont joué le jeu, c'est-à-dire que pour récupérer leurs clés, ils ont soufflé dans un éthyletest électronique pendant 5 secondes, et puis ils avaient des résultats, et puis ça a plu, tout le monde a joué le jeu, et voilà, on a pu faire la fête, et puis dans un moment de convivialité, les gens sont partis tranquilles et sereins. En tout cas, c'est une très bonne idée. Et on va revenir sur cette enquête d'ECRA qui relève aussi que 3 Français sur 4 estiment que les jeunes générations roulent trop vite, bien plus vite visiblement que leurs aînés. Karine, pardon, j'ai perdu votre nom. Karine Bonnet. Karine Bonnet, pardon. Excusez-moi. Directrice générale de DECRA Automotive. Pas de souci. Effectivement, dans notre sondage qu'on a fait pour notre rapport sécurité routière, on a sondé à la fois les jeunes et aussi l'ensemble de la population pour la perception, et qu'ils ont de la mobilité des jeunes et de leur sécurité. C'est vrai que nos aînés, les aînés, parce que je fais partie de la catégorie j'ai un peu plus que 24 ans. Les aînés, effectivement, reconnaissent que les jeunes roulent bien plus vite que leurs aînés, consomment plus d'alcool que les aînés avant de prendre le volant. Mais par contre, les aînés reconnaissent aussi que les jeunes ont une meilleure connaissance du code de la route. Oui. Et les jeunes aussi, c'est un point sur lequel les deux générations s'accordent. Et sur la notion du respect du code de la route aussi, les aînés ont l'impression que les jeunes ne le respectent pas. Et c'est inversement proportionnel. Les jeunes ont l'impression de davantage le respecter parce qu'ils le connaissent serait mieux que leurs aînés, le code de la route. Et là où ils sont effectivement aussi plutôt d'accord, c'est que les aînés comme les jeunes disent que les aînés sont bien plus prudents, en fait, quand ils conduisent un véhicule. Sur la limitation de la puissance de la voiture, parce que je crois qu'il y a un sujet aussi là-dessus, les aînés seraient enclins justement à se dire, il y a un type de voiture, progressivement on évolue, on rajoute peut-être des kilomètres/heure ou je sais pas, on bride. Oui, on bride. Alors c'est déjà le cas normalement. Quand vous êtes jeune permis, vous êtes apprenti, vous devez rouler. Vous n'avez pas la même vitesse que les aînés. Sauf que vous pouvez la dépasser parce que la voiture dépasse cela en disant peut-être un type de voiture qui serait bridée, c'est-à-dire même à fond bridée. Ouais. Oui, mais je pense, alors encore une fois, que interdire ou brider, derrière, il va y avoir du débridage, comme il existe aujourd'hui sur les scooters. Aujourd'hui, les scooters sont bridés c'est ce qu'on appelle les 49.9, donc ils ne peuvent pas rouler à plus de 50 km/h, et on voit bien qu'aujourd'hui, on est des fois parfois doublé par des scooters. Donc je suis pas sûre que la coercition, je suis plus dans la prévention, dans la pédagogie. Ça. En tout cas, ça c'est quand même un vieux débat. Hein. On s'est toujours dit pourquoi la voiture elle va jusqu'à 180 à l'heure alors que. Ah bah oui, mais c'est comme ça. C'est vrai. Ça c'est un vieux débat, mais encore une fois. C'est un vieux débat, c'est vrai, mais de toute façon, je pense qu'une voiture bridée n'empêchera pas d'être débridée. Je pense qu'il est plus important d'expliquer, de savoir bien utiliser une voiture et les dangers que représente une voiture. Le danger, c'est vraiment un danger.
Oui, absolument. Christophe Ramon. Alors, un point d'amélioration sur, là, pour finir, sur les infrastructures, finalement, parce que ça aussi, c'est important. L'éclairage, on en a parlé, les trottoirs, la signalétique. Là, il y a forcément dans des endroits où on parle beaucoup de villes, mais aussi en ruralité, il y a aussi des points très importants d'amélioration. Le revêtement, Oui, actuellement, il y a un vrai enjeu en ville. Avec la multiplication des usages, on a l'apparition des trottinettes, de tout type d'engins, des vélos avec des grands paniers. Voilà, on a tout type d'engins qui se multiplient en ville. Et là, l'enjeu, c'est de pacifier cette circulation. À défaut de la rendre simple, on va ralentir les véhicules. Donc, ce qui se développe aujourd'hui, c'est les zones 30. En dehors des villes, on a un enjeu de sécurisation de ces routes départementales où on a encore énormément de tués. Et malheureusement, des départements qui repassent ces routes à 90 au lieu de 80. Donc là, on a une hausse du nombre d'accidents mortels sur ces routes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir déployé en tout cas toutes ces méthodes et peut-être pour freiner les accidents sur la route. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage parce que ce sont des gros dossiers. Merci beaucoup Karine Bonnet d'avoir été avec nous, directrice générale de DECRA Automotive. J'en profite pour dire attention, faites réviser votre voiture, c'est quand même un élément très important. Et puis merci beaucoup Christophe Ramon, directeur des études de l'association Prévention Routière. On en reparlera de cette prévention routière, très important aussi. Et faites comme moi, ayez toujours un SAM avec vous. Moi, je suis toujours le SAM des autres, vous savez. Donc, ayez un SAM, ne buvez pas et laissez quelqu'un conduire qui n'a pas bu. Et Patrick Bordin, très bonne idée, ce fondateur d'Éthyl-aux-Bornes. Voilà, donc si vous êtes une collectivité locale, appelez-le, ça s'appelle Éthyl-aux-Bornes. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis, sortez heureux et en sécurité. Et je note que dans notre duo, c'est donc vous qui ne buvez pas. Absolument. Donc, j'ai bien compris. Absolument. Et c'est moi qui conduis surtout. Cécile, vous partez en plus. Absolument, vacances. on vous souhaite de belles vacances, de belles fêtes de fin d'année. C'est un vrai plaisir de partager cette semaine avec vous. Je continue, je prends le relais. Oui, bien sûr, on se reverra, vous inquiétez pas. Je vous laisse pendant une semaine, conseil de famille. Et juste après, c'est notre ami Yvan Cujus. Passez une belle soirée et on vous retrouve demain à 17h.